Hello, bienvenue sur Reportart. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog culturel. Si tu ne sais pas ce que c'est tout simplement un vlog pendant mes voyages, mais au lieu de me filmer et de te montrer ma daily life, on parle culture dans la ville que je visite. Et aujourd'hui, c'est autour de La Rochelle. On connaît la ville pour son port, mais celui-ci ne va arriver qu'à partir du Moyen-Âge, puisque l'ancien port, trop petit, ne peut assumer l'essor de la vie maritime de la ville qui explose au XIIe siècle. Forcément, La Rochelle, niveau stratégique et puis au niveau aussi de la taille de son port, ça va faire des envieux et elle va être disputée entre la France et l'Angleterre. Elle deviendra totalement française en 1372 et elle va beaucoup gagner en autonomie grâce à d'habiles négociations avec le royaume. Et ça va être la ville française avec le plus de privilèges. Pendant la Renaissance, la ville, elle va avoir un petit problème parce qu'on est en pleine guerre de religion et que La Rochelle est majoritairement protestante et à tel point qu'elle va en devenir la capitale des protestants. Mais dans un royaume de France catholique, en pleine guerre de religion, c'est pas du tout bien vu et le royaume va essayer de faire plier la ville. Il va avoir énormément de morts avant que la ville décide de capituler. On passe un petit peu le temps, on arrive au XVIIIe siècle et le port devient un lieu important de grand commerce, mais surtout de la traite négrière. On a beaucoup d'armateurs qui vont s'installer dans la ville et qui vont fonder leur richesse sur l'exploitation des esclaves. On reviendra sur différents points de l'histoire au cours des visites, mais pour ce qui est d'aujourd'hui, La Rochelle a l'un des ports les plus importants en France. Donc pour ce qui est des visites, on va essayer de suivre un ordre un petit peu chronologique et puis à la fin je te ferai un petit visite hors sujet. Mais du coup, forcément quand tu arrives à La Rochelle, donc une des premières choses que tu vois c'est le Vieux-Port, mais dans le Vieux-Port, il y a 3 tours un peu particuliers. En fait, à l'origine, La Rochelle possède des fortifications pour protéger son port convoité. Elles ont malheureusement été détruites lors des conflits de religion et il va en rester quelques témoins qui sont ces 3 tours. Elles sont totalement visitables et dans un billet, il y a les 3 tours. Donc c'est parti, on va aller les visiter. Regarde-moi ça, elle est fière d'elle, on dirait Stéphane Bern. Bref, on va commencer avec la première tour qui est la tour Saint-Nicolas. Elle est construite au début du XIVe siècle et elle est achevée en 1376. C'est à la fois une tour de défense mais aussi de résidence. On va retrouver des pièces classiques d'un appartement de qualité royale. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a une chapelle, il y a une chambre, il y a une grande salle. Et c'est là que le capitaine va habiter la tour avec sa famille. Alors, juste avant de revenir sur qui est le capitaine, sur Instagram, j'avais dit que le capitaine, il était aussi le maire de la ville, mais en fait, j'avais lu beaucoup trop vite les instructions. Et en fait, c'est pas du tout ça, c'est juste que c'est le maire qui décide qui sera le capitaine pour l'année. Ce capitaine va devoir prêter serment de ne jamais quitter la tour pendant l'année où il en a la charge. Il va diriger donc les soldats qui défendent la tour. Et c'est lui un petit peu qui va gérer tout ce qui va être entrée et sortie du port. Autre chose que tu peux remarquer avec cette tour-là, c'est qu'elle est un peu plus excentrée des autres, elle est de l'autre côté du port, ce qui fait que pour aller à la deuxième et à la troisième tour, tu es obligé de faire tout le tour du port pour arriver aux autres tours. Du coup, comme c'est pas forcément très pratique, il y a eu un projet pour relier Saint-Nicolas à la deuxième tour, mais malheureusement ça ne va jamais aboutir. Et autre information, du XVIe au XVIIIe siècle, la tour va servir pendant certaines périodes de prison et non plus forcément de résidence. C'est une tour où on va quand même être très très focus histoire, il y a quand même pas mal d'informations. Il y a aussi de la médiation faite pour les personnes malvoyantes, pour notamment par exemple des sculptures qui sont au niveau des plafonds, etc., très haut sur les murs, qui sont remodelés au sol pour que les personnes puissent les toucher et se rendre compte de ce qu'il y a dans la pièce.
Et du coup, on va pouvoir passer à la deuxième tour, qui est la tour de la Chaîne. Elle est construite en 1382 et 1390. Ici, le capitaine prélève les taxes de bateau et gère la chaîne qui permet de bloquer ou non l'entrée dans le port. En gros, c'est un péage maritime. Aujourd'hui, elle sert plutôt de lieu d'exposition de l'art contemporain. Par exemple, en ce moment, il y a les œuvres de Laurent David Garnier. Il expose à la fois dans cette tour, mais aussi dans la chapelle des Dames Blanches, qui est à 5-10 minutes à pied de la tour. On est en 2020 et l'artiste, dans un contexte qu'on connaît tous très bien, va axer son art sur la question du littoral. De la cristallisation du sel à la présence de l'humain et aux catastrophes environnementales, Louis-David Garnier va explorer les côtes charentaises. C'est assez surprenant de tomber sur cette installation juste après avoir fait un cours d'histoire dans la première tour. Ça reste intéressant et surtout ça invite les visiteurs peu en contact avec l'art contemporain d'avoir un contact ici. Et en plus de ça, le long des créneaux, pour les plus littéraires d'entre nous, il y a des citations et poèmes autour de la mer. Donc voilà pour cette tour. Et du coup, on va passer à la dernière, qui je pense est ma tour préférée d'un point de vue esthétique. Je trouve que, je sais pas pourquoi ça me fait penser à Réponse quand je la vois, mais c'est du coup la tour de la Lanterne et son origine remonte à la fin du XIIe siècle. C'est donc la plus vieille. À l'origine, elle est la résidence du désarmeur des nefs. C'est un officier en charge de conserver les armes des navires qui rentrent au port. À partir du XVe siècle, elle change un peu avec l'ajout d'une flèche monumentale et d'une lanterne, et c'est à ce moment-là qu'elle va devenir un phare et un grand point de repère pour les bateaux. Dès le XVIe, elle va faire office de prison, et c'est ce dernier détail qui va être important pour la suite des explications. Gravés sur les murs, on trouve d'étranges dessins et inscriptions, ce sont en fait l'œuvre des prisonniers. Et vraiment, il y a certains graffitis, si on peut dire, c'est un peu anachronique, mais on va l'utiliser. Donc il y en a certains qui sont super détaillés et ou surprenants, comme cette locomotive par exemple. Il y a pas mal de salles à visiter et vous trouverez aussi des installations plus modernes, comme ce sol de l'artiste Jean-Pierre Pincemain de 85, ou cette énorme œuvre de Gottfried Honegger qui est aussi de 85. Finalement, cette tour, c'est une belle synthèse entre ces deux sœurs, où on va retrouver à la fois le côté histoire de ces tours, histoire du port, etc., et la présence de l'art moderne. Donc voilà pour les 3 tours, c'est une visite que je te conseille fortement pour avoir l'histoire de la ville. Juste attention, il y a pas mal de vieux escaliers, dont certains un peu compliqués à monter ou descendre, donc voilà, si tu comptes y aller avec tes grands-parents ou avec des personnes à mobilité réduite, c'est un peu compliqué dans certains escaliers. On va continuer sur l'histoire de la ville, direction le XVIIIe siècle pour le passé très sombre de La Rochelle. Je préviens tout de suite, si vous êtes sensible au sujet de l'esclavage, vous pouvez tout de suite passer au temps indiqué sur la vidéo. Pour en apprendre plus sur ce sujet, c'est direction le musée du Nouveau Monde, qui est dans un ancien hôtel particulier qui s'appelle l'hôtel Floriot, qui est le nom de la famille qui va l'habiter entre 1772 et 1974. Ça fait quand même un paquet de temps. L'hôtel est d'abord la propriété d'Aimé Benjamin Floriot, qui fait fortune à Saint-Domingue, notamment avec le commerce du sucre et des esclaves. Du coup, c'était assez intéressant d'avoir le musée du Nouveau Monde dans son hôtel. À la fois, il en est un acteur important à La Rochelle, mais ça permet aussi de se réapproprier le lieu et d'exposer, d'expliquer ce qu'il s'est réellement produit et de faire ce travail de mémoire. Même si la bâtisse sous cette forme date du XVIIIe siècle, le musée démarre sa chronologie à la fin du XVe et plus particulièrement en 1492 avec la découverte de l'Amérique. Le musée va à la fois aborder les îles comme les Antilles, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Domingue, mais aussi les Amériques avec un focus sur la Nouvelle-France, aka le Québec, et aussi l'Amérique du Sud avec le Brésil. Les cartels sont assez bien faits et au point sur les questions coloniales et post-coloniales. Il y a une très belle profusion d'œuvres et de médiums, donc tu vas trouver à la fois de la peinture, de la photo, des objets visuels, des sculptures, des arts décoratifs, des installations, etc.
Quasiment toutes les œuvres sont expliquées dans mes souvenirs et au dernier étage, vous avez une partie contemporaine qui laisse la place aux artistes contemporains pour s'exprimer sur le sujet et on a aussi un espace d'exposition temporaire mais malheureusement, je suis pas arrivée au bon moment puisqu'elle était, en plein montage donc je n'ai pas pu la visiter. C'est un musée qui est quand même très complet et très nécessaire, surtout dans une ville qui a beaucoup participé au commerce d'esclaves et c'était un point important que je voulais aborder et bien entendu, je vous conseille cette visite pour vous éduquer sur ces différents sujets. On va continuer toujours dans le XVIIIe siècle avec le Muséum d'histoire naturelle de la ville, puisque bien évidemment, qui dit nouvelles découvertes dans ce nouveau monde, dit aussi des nouvelles découvertes de faune, de flore, etc., etc. Pour ce qui est de l'histoire de la collection, les scientifiques voyageurs ramènent un bon nombre de nouvelles espèces qui sont conservées dans des cabinets d'histoire naturelle. À La Rochelle, à l'époque, il y en avait 3, mais dans le même siècle, elles vont devenir domaine public. Je te passe quelques détails parce que sinon on n'en a pas fini, mais on va avoir une personne qui va être chargée d'inventorier et de conserver cette collection et qui va être considérée comme le fondateur du musée. C'est Fleuriot de Bellevue. Et oui, c'est le même nom de famille que tout à l'heure, puisque c'est le fils d'Aimé Benjamin Fleuriot. Lui, il est voyageur, géologue et collectionneur. Et on fait un petit saut dans le temps au 19e siècle. Le muséum change plusieurs fois de bâtiment parce que forcément ses collections ont beaucoup grandi. Et c'est seulement en 1993 que le muséum devient ce qu'il est aujourd'hui. Même si récemment, j'ai pu remarquer dans les salles qu'il y a eu d'importants travaux. Donc, il est vraiment, au niveau des structures, des vitrines, etc., c'est quand même assez neuf. Donc, dans le musée, tu vas avoir une collection, évidemment, d'histoire naturelle, mais surtout centrée sur la faune, et pas forcément beaucoup de végétaux. Il y a pas mal de géologie aussi. Et enfin, tu vas avoir une partie ethnographique avec différents peuples d'Afrique et des Amériques. La seule chose que j'aurais à dire là-dessus, c'est qu'effectivement, il y avait certains cartels qui étaient au point sur tout ce qui est question de restitution, sur la question aussi des provenances de certains de ces objets qui ont été volés pendant des époques coloniales, ce genre de choses qui sont donc des provenances qui sont quand même très problématiques, qui ont fait qu'on a quand même dépouillé des populations de leurs œuvres, que certaines œuvres sont exposées alors que culturellement elles devraient pas l'être, ou que ce ne sont pas c'est pas leur but. Bref, il y a énormément de problématiques autour de ces objets-là. Il y a certains cartels qui effectivement expliquaient bien que certains objets provenaient de vols, etc. Mais beaucoup de cartels ne l'explicitaient pas et c'était vraiment sur des points un peu précis. Il y a eu quand même des cartels aussi assez intéressants sur l'évolution de la discipline de l'ethnologie, qui quand même a quand même des sources profondément quand même racistes et qui va parler de toute cette évolution pour en faire une discipline beaucoup moins coloniale. Donc il y avait quand même des choses bien faites sur tout ce contexte post-colonial, etc. Mais en même temps, d'autres points qui contredisaient un petit peu ce qui était dit. Après, pour ce qui est des questions de provenance, c'est aussi une question qui peut être compliquée, parce que pour retracer les provenances, c'est compliqué, donc, puisque certains registres d'inventaire, etc., ont été falsifiés, ou évidemment, les choses n'ont pas été marquées comme telles, ou certains objets, on a totalement perdu leur historique, ou ce genre de choses, donc forcément, c'est compliqué après pour retrouver certaines provenances. Il y a énormément d'études et de recherches qui se développent sur le sujet en ce moment, donc à voir sur les prochaines années si tout ça va un petit peu se décanter, donc à suivre. Et après, l'autre point que je voulais aborder, c'est que ce sont des objets du coup qui pourraient être mis au rang de beaux-arts, mais qui ne le sont pas ici parce qu'on est dans un muséum d'histoire naturelle, donc c'est plutôt du côté de l'ethnographie. Mais c'est vrai que j'aimerais quand même un peu plus voir ces objets-là
perçus comme des objets beaux-arts et pas forcément sous le prisme de l'ethnographie, ce qui est très souvent le cas. Voilà pour ces petites questions. Le musée est quand même très joli, a une belle scénographie. Je crois qu'il y a quasiment tout qui est expliqué. Il y a vraiment énormément de choses à voir. Je dirais seulement que le sens de parcours est pas forcément très très clair, mais voilà, c'est les points que je voulais aborder. Et il y avait une exposition sur les ours, donc c'est une exposition itinérante qui a été réalisée par le Muséum de Toulouse. Et du coup, moi je me dis bon, les ours c'est mignon et tout, mais je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait uniquement un point de vue biologique, scientifique sur l'ours, donc je me suis dit peut-être ça va pas me plaire beaucoup, mais au final si, parce que l'ours a aussi été abordé d'un point de vue culturel et social, et pas forcément que dans des sociétés occidentales. Donc c'était très intéressant de parler aussi de l'image de l'ours. Donc je pensais pas aimer cette expo, mais au final j'ai trouvé ça très sympathique. Donc voilà pour le Muséum d'Histoire Naturelle. Et là, on va faire un énorme saut dans le temps puisqu'on va passer aux années 50, fin années 60 avec le musée maritime de La Rochelle. Et c'est quand même un coup de cœur niveau visite. Dans ce musée, vous pouvez voir 3 bateaux d'époque et les visiter. On a d'abord le Francin qui est une frégate météorologique et qui est le plus grand bateau du musée. On a ensuite l'Angoumois, qui est un chalutier, bateau de pêche, symbole de la période de pêche industrielle. Et enfin, le Saint-Gilles, qui est un remorqueur à la fois portuaire et haute mer. Je vous préviens tout de suite, c'est un musée où on y passe beaucoup de temps et il faut pas y aller... je sais pas, avant d'aller prendre son train pour rentrer à Paris, faut vraiment prévoir du temps pour le faire, surtout pour ce qui est de la visite du France 1 qui est énorme. Je pense qu'on peut visiter je crois que j'ai visité quasiment tous les recoins de ce bateau. C'est un peu un bateau period room où les pièces sont restées dans leur jus, où tu vas par exemple voir la chambre d'un des marins et tu vas avoir le magazine d'époque, des livres d'époque, etc. Donc c'est une belle entrée dans les années... là je crois que nous sommes en 58 pour ce qui est du France 1. Du moins, il commence ses fonctions en 58. Donc c'est une belle entrée dans cette période. Les explications sont quand même très complètes et suffisantes. On comprend quand même très bien ce qui s'y passait dans ce bateau-là. Et donc en plus de ces period rooms, on a aussi un espace d'exposition. Là en ce moment, c'était sur de grands explorateurs de la même époque qui faisaient des tours du monde, etc., etc. Les autres bateaux, tu peux aussi les visiter. Il y a un peu moins de pièces évidemment à voir parce que c'est pas du tout la même envergure que le France 1 qui, je le répète, est vraiment énorme et je pense que c'est ça qui te prend le plus de temps dans la visite. Mais c'est vraiment un truc à faire, c'est super sympa. Et du coup, une fois que tu as fini ces bateaux-là, tu as une partie un petit peu musée, mais je t'avoue que mon cerveau était quand même pas mal saturé parce qu'il y a énormément d'informations dans les bateaux. Donc, j'ai pas forcément été extrêmement attentive à ce niveau-là. Et encore un autre espace qui est un espace d'exposition qui était dédié au climat et à ses enjeux. Évidemment, on est dans un musée maritime, donc voilà, l'écologie c'est quand même quelque chose d'important dans ce milieu-là. Donc voilà, ça va aborder ce sujet-là avec différentes installations, œuvres contemporaines, propos un peu plus scientifiques. Donc évidemment, c'est une visite que je te recommande. Tu es dans une ville maritime, donc un musée maritime, c'est quand même à faire à ce moment-là. Et on va pouvoir passer au petit hors-sujet, déjà niveau nourriture. J'ai fait
quelques restos, enfin j'en ai fait 2. Un qu'on m'a conseillé, que je remercie encore parce que je me suis pété le bide, c'est les pâtes volantes et qui a un prix tout à fait abordable, surtout comparé aux autres restaurants qui sont dans la même rue, que je te recommande fort, fort, fort. Et j'avais fait un autre resto, je te le recommande pas forcément, c'était quand même un petit peu cher pour ce que c'était, mais par contre au niveau des quantités, je peux te dire que c'était très bien au niveau des quantités, mon bide était explosé aussi, hein. Mais donc ça c'est pour la nourriture, voilà. Pour ce qui est des plages, j'ai pas forcément beaucoup fait de plages dans La Rochelle même parce que c'était un petit peu éloigné, mis à part celle qui est au centre-ville, mais pour s'y baigner c'est pas forcément l'idéal. Mais du coup, on s'était dit avec mon copain que ça serait peut-être plus sympa d'aller carrément tester une plage un peu plus grande dans une ville d'à côté. Et du coup, on est allé à la plage d'Étré, qui était quand même assez grande. C'était plutôt sympa. Et curieusement, je pensais que l'eau serait beaucoup plus fraîche, mais en fait, elle était super chaude. Donc voilà, ça c'est les petits conseils plage. Juste attention, il y a pas mal de coquillages, de roches et d'algues et de vases. Donc juste faire attention à ses pieds, quoi. Voilà. Et après au niveau des visites que je n'ai pas faites, parce que je vais en parler, comme on n'y était que pour quelques jours, 4 jours je crois à peu près, évidemment on n'a pas pu tout faire, donc on n'a pas pu aller voir l'île d'Oléron et l'île de Ré, surtout que comme on n'avait pas de voiture, je sais qu'il y a des bus, etc. Pour y aller, mais c'était un peu galère par rapport au temps où on restait. Et au niveau des bateaux, pour y aller, c'est extrêmement cher. On est où là? Ça va pas, hein. C'était quand même cher, donc c'est pour ça on s'est dit bon, on prendra le bus si on veut le faire, mais on n'avait pas assez le temps. Donc voilà les petits tips. Et sinon, j'aurais adoré faire le musée des Beaux-Arts, mais malheureusement, il est fermé en ce moment pour travaux. Et puis, il y avait la visite du bunker où je m'étais dit « Oh, ça pourrait être sympa, aller un petit peu de guerre mondiale, un petit peu de Seconde Guerre mondiale dans le programme. » Mais au final, je trouvais que c'était trop cher pour ce que c'était. Il n'y avait pas forcément de tarifs préférentiels pour les étudiants, pour les jeunes, etc. Donc je trouvais ça quand même très dommage. Et encore une fois, on n'avait pas forcément suffisamment de temps pour tout faire, donc on a dû un petit peu prioriser nos visites. Mais voilà pour La Rochelle. J'espère que ça vous a intéressé, parce que vraiment, j'ai galéré là à monter cette vidéo, enfin à faire cette vidéo dans son ensemble. Donc j'espère que ça vous a plu, que si vous y allez, voilà, vous visiterez ce que j'ai pu vous conseiller. Donc voilà pour cette vidéo. Nous on se retrouve je ne sais pas quand pour une prochaine vidéo. Salut!